Alors, en Inde, la personne est faite, constituée d'un corps, d'une tête et d'une âme, qui chacun appartiennent à un monde différent. Il y a le monde physique, il y a le monde astral et le monde causal. Et c'est très étudié, très développé. Depuis des milliers d'années, on peut dire, les sages de l'Inde connaissent bien le mécanisme du mental et de l'âme et ont beaucoup écrit dessus, ont beaucoup enseigné, ont beaucoup appris. Et c'est une information qui est intéressante pour compléter la connaissance occidentale. Donc dans ce domaine-là, il y a deux connaissances qui sont intéressantes. Un, c'est l'appareil mental lui-même. Et deux, c'est le fonctionnement, le mécanisme psychologique. En Occident, on étudie le comportement, il y a l'écoute, il y a l'analyse, mais ça passe par l'analyse d'un thérapeute, d'un psychanalyste, ou d'un psychologue, ou d'un psychiatre, qui a lui-même un mental limité. Or, de par cette connaissance du monde physique, du monde astral et du monde causal, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'anatomie de la psychologie. C'est-à-dire que le mental n'est plus quelque chose, ou la fonction mentale n'est plus quelque chose de théorique, sinon c'est comme un appareil, on appelle ça l'appareil intérieur, d'ailleurs, en Antakarana. Et puis le fonctionnement psychologique aussi a une anatomie. Donc j'explique un petit peu plus en détail sur le deuxième corps, qui est le corps là où il y a le mental. Je répète, les pensées n'ont jamais été trouvées dans le corps physique, et même si on a des neurones qui font blip blip avec certaines pensées, ce n'est pas la pensée. On a des feuilles qui font blip blip avec le vent, et ce n'est pas le vent. Ça donne une indication, mais ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau astral, eh bien, il y a trois couches. On appelle ça Sukshma Sharira en yoga, c'est-à-dire le corps subtil. Donc, c'est un corps qui n'est pas physique. Il y a une compréhension malgré tout en Occident d'un corps subtil, puisque quand on arrive à la physique et à la physique quantique, eh ben, on reconnaît un champ énergétique, on reconnaît un potentiel énergétique. Donc c'est la frontière, on passe cette frontière et on arrive dans le corps astral. Donc le corps astral, il est fait de 3 couches et 19 éléments en yoga. La première couche, il y a 10 éléments, dont les 5 pranas qui font vivre ce corps. Comme je disais dans la première vidéo sur le yoga, si je veux fermer la bouche, fermer le nez et rester là, je ne peux pas. Il y a une force qui m'oblige à respirer. Il y a une force qui m'oblige à aller aux toilettes. Ça, ce sont des courants universels qui fonctionnent dans le corps et qui font que ce corps n'est pas un cadavre, mais qu'il est vivant. Donc il y a 5 pranas comme ça, qui s'occupent donc de la respiration, du battement du cœur, de la circulation, de la digestion, etc., etc. Et donc ces 5 pranas sont là. Et puis il y a aussi dans cette première couche les 5 sens d'action. En yoga, il n'y a pas 5 sens, il y a 10 sens. Et on appelle ça des indriyas, c'est des portes. Il y a 5 portes de soi vers le monde, les sens d'action, et il y a 5 portes du monde vers soi, donc les sens cognitifs. Donc les 5 portes d'action, eh bien c'est la parole, la préhension, la locomotion, l'élimination et la procréation. Si l'homme
n'avait pas ces 5 sens, eh ben, il n'y aurait pas des villes, il n'y aurait pas des maisons, il n'y aurait pas des routes. C'est l'action de l'homme dans le monde. Et puis, donc ça c'est la première couche, qui est ce qu'on appelle la couche, le double éthérique, ou hein, Pranamaya Kosha, la couche du prana énergétique. C'est une couche qui est accessible au ressenti. C'est la couche qui est accessible au toucher. On peut sentir de la chaleur, du froid, de la pression, de la pulsion, du picotement. Ça, c'est ce niveau-là. Ensuite, l'autre couche qui est un peu plus subtile, c'est la couche, ce qu'on appelle donc du Manomaya Kosha, où il y a le mental, la partie du mental qu'on appelle Manas. Là, il y a les 5 sens cognitifs qui sont les mêmes que les nôtres, donc l'ouïe, la vue, le goût, etc., le toucher. Et puis, il y a 2 parties du mental. Et dans la dernière couche, qui est un peu plus subtile, il y a les 2 autres parties du mental. Alors ce mental est divisé sur 2 niveaux, c'est pour ça qu'on peut parler entre guillemets d'un mental inférieur et d'un mental supérieur, mais bon, c'est entre guillemets, et c'est 4 composants. Donc Antakarana, c'est la fonction mentale, qui est faite de Manas, Chitta, Buddhi, Ahamkara. Manas, c'est le mental qui pense, donc j'ai déjà dit, c'est le mental qui est connecté avec les pranas, avec les sens, avec les conditionnements, avec les instincts. Et c'est un mental qui est instable, qui doute et qui pose des questions. Ensuite, il y a Chitta. Chitta, c'est la partie du subconscient. C'est là où il y a toutes les informations, par exemple, de tous les sens, chaque seconde de notre vie, depuis très très longtemps. Donc ce sont les archives. Et c'est gardé d'une certaine façon spécifique dont on n'a pas forcément accès. Mais on a accès à une partie. Ensuite, il y a Buddhi. Buddhi, c'est la fonction c'est le contraire de Manas. Manas pose la question, Buddhi répond. Buddhi, c'est le discernement. Va apporter la réponse. C'est la partie du mental qui est connectée avec ce qu'il y a au-delà du mental, donc dans la prochaine couche qui est celle de l'âme, où là, tout est universel. Donc c'est à travers Buddhi que vient l'intuition, l'inspiration, ce qui est en accord avec le tout. Et puis il y a ensuite Ahamkara, l'ego. L'ego, c'est seulement l'opinion qu'on a de soi-même, l'idée qu'on a de soi-même, mais qui crée l'identité, l'entité. Et on voit que tous les pranas, le physique, avec les différents matériaux, hein, les 5 éléments de base du physique, les pranas, le mental, inférieur, supérieur, tout ça c'est sous l'autorité de l'ego, qui est le dernier élément du corps astral. Et pour donner une explication, et puis je termine avec cette description, c'est un petit peu si on voit sur une fenêtre un tout petit point. Et là, tout de suite, on se dit, est-ce que c'est un insecte ou une tache? Ce qui dit est-ce que c'est un insecte ou une tache, c'est Manas. Le petit point, c'est le sens de la vue. Donc la vue, le sens de la vue nous donne le petit point, et tout de suite il y a la question, est-ce que c'est un insecte ou est-ce que c'est une tache? Manas prend la photo, donne le dossier à Chitta, des archives, qui regarde dans le passé et qui voit 3554 cas de petites taches noires sur une vitre, et dans 85% c'était une tache. Il donne le dossier à Buddhi, Buddhi qui est le discernement, Buddhi ressent, Buddhi s'inspire, et Buddhi dit c'est une tache. Il passe le dossier à Ahamkara, l'ego, l'ego il signe, et il dit je dis que c'est une tache. Donc tout ça, ça se passe à la vitesse du mental, qui est évidemment très rapide, et donc on ne voit pas les différentes étapes. Ce mental-là, il produit ensuite donc des ondes mentales, qui peuvent être des pensées, des vrittis, qui vont, si on est attaché, si
ça devient important pour nous des vasanas, des conditionnements mentaux, l'ensemble va faire des samskaras. Et donc là, on a une machine avec le mécanisme intérieur qui va respecter certains modes, etc., etc. Il y a toute une science qui est comme la science, par exemple, du physique, avec ses lois, ses différentes parties, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour le mental. Maintenant, ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que sur la deuxième couche de l'astral, donc Mano Maya Kosha, là où il y a le mental qui pense, eh bien, on peut voir l'anatomie de la psychologie. Comme j'ai dit antérieurement, tout le monde astral, le monde énergétique, fonctionne comme un arbre. L'arbre prend le soleil et l'air avec les feuilles et en profite jusqu'aux racines. Avec les racines, il prend l'eau, les minéraux et en profite jusqu'aux feuilles. Donc l'arbre est un canal entre l'air et la terre. Nous également. Il y a le prana, donc l'énergie vitale de l'air, et il y a le prana de la terre, qui est plus dense, qui est sur la terre. Et ça coule du haut en bas. Ça coule à travers des tuyaux, des carrefours, et si on étudie ces écoulements et ces carrefours, eh bien on va voir la construction de notre mécanisme psychologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus besoin d'interprétation, sinon on peut juste faire un diagnostic selon l'écoulement de notre psyché. Alors, il y a 12 centres principaux, ou dans un premier temps 7 centres principaux qui se forment, se mettent en place depuis la naissance. Et ça prend 7 ans, grosso modo. Donc dans les 7 premières années, eh bien, l'entité psychologique va prendre forme. Le cerveau n'est pas vraiment terminé quand il y a naissance, ça prend 1 an, donc pour avoir l'identité, et puis après, il y a cette identité qui va continuer à se construire pendant 7 ans sur 7 principes principaux, qui sont donc les 7 chakras principaux, pas sur le Mano Maya Kosha, pas sur Vijnana Maya Kosha, pas sur Prana Maya Kosha, mais sur Mano Maya Kosha, ce que je veux dire. Donc sur la deuxième couche, là où il y a le mental. Et ces 7 centres principaux, c'est le droit naturel d'avoir, le droit naturel de sentir, le droit naturel de faire, le droit naturel d'aimer, d'être aimé, le droit naturel de communiquer, le droit naturel de voir et le droit naturel de comprendre. Qu'est-ce que fait un bébé sa première année de vie? Il fait juste être heureux la plupart du temps et pleurer de temps en temps. Pourquoi il pleure? Pour avoir maman, pour avoir la nourriture, pour avoir la propreté, pour avoir la chaleur. Le seul concern, nécessité pratiquement basique du bébé, c'est d'avoir la première année. C'est nécessité. Donc, c'est le premier centre psychologique. Et c'est un des plus importants. À partir de la deuxième année, c'est le ressenti. Qu'est-ce que fait un bébé deuxième année? Il met tout dans sa bouche. La bouche est un des endroits les plus sensibles, c'est pour ça qu'on s'embrasse sur la bouche. Et il va tout mettre dans la bouche pour avoir une sensation de son monde. Maintenant, si les parents disent « mets pas ça dans la bouche, c'est sale », 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bien ce centre-là, il va être inhibé. Et donc, il va être bloqué. Et ça représente toute une panoplie de comportements qui peuvent être négatifs ou bloqués. Et qui, en leur temps, donc vont bloquer l'écoulement de l'énergie, ou le dévier, ou changer le mécanisme. Et ça peut se manifester dans le physique par un symptôme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les blocages sont différents, ont une nature, une importance différente,
Et puis ce qui est important de voir, c'est que même si ce n'est pas bloqué, ça peut être déséquilibré. Mais encore plus important, c'est que tout ça c'est vivant. C'est connecté tout le temps avec tout. Et donc c'est influençable. C'est malléable. Donc on peut changer. On peut changer un comportement ou une attitude ou une connaissance un caractère et une personnalité à travers ce centre énergétique en utilisant ce qu'on appelle des équivalences vibrationnelles. Parce que au monde astral, dans le monde astral, eh bien, le monde astral est connecté avec tout. C'est-à-dire que au niveau énergétique, il n'y a pas d'espace qui sépare. Là, par exemple, moi je suis là, et puis le mur est là, telle personne est là, et puis l'arbre est là-bas, et on a l'impression qu'on est séparés. Mais au niveau énergétique, eh bien, moi je touche le mur, et le mur touche l'arbre. D'ailleurs, même au niveau physique, parce que ce qu'il y a entre c'est de l'air, et de l'air c'est des molécules. Donc même déjà au niveau physique, si on va un petit peu dans le monde du petit, déjà ça touche. Mais dans le monde énergétique, tout influence tout et tout est connecté avec tout. Une autre façon de le dire, c'est que autour de moi, il y a une immense forêt. Eh bien, si à la place de l'immense forêt, il y avait une ville, eh bien, ça ne serait pas la même chose ici. Il y a une influence. Ici, je suis au 3e étage. Si j'étais sur le sol, ça ne serait pas pareil. La chambre est blanche. Si elle était rouge, ça ne serait pas pareil. Et donc, tout influence tout. C'est un peu comme la météo, l'effet papillon. S'il y a une dépression, un courant, une glaciation du soleil dans un endroit, ça va se répercuter ailleurs. Tout influence tout et touche tout. Donc, grâce à cette compréhension, on va pouvoir influencer ce centre énergétique qui va changer, guérir, rééquilibrer, débloquer une pathologie psychologique ou émotionnelle. Et donc ça, c'est un outil très intéressant que souvent les psychologues n'ont pas et ils sont très intéressés. Et j'ai des amis psychologues qui sont très intéressés justement par ce genre d'outils. Parce que l'écoute c'est bien, parce que l'interaction c'est bien, mais à un moment donné, ça manque un peu d'outils pratiques. Et donc là, on a plein d'outils pratiques. Justement, pourquoi? Parce que le monde astral est en fin de compte un vocabulaire de toute notre réalité. C'est-à-dire que ces 7 centres qui représentent des droits naturels, le droit naturel de penser, le droit naturel de faire, le droit naturel d'avoir, eh bien c'est un niveau vibrationnel. Et à chacun de ces niveaux vibrationnels correspond une couleur, un aliment, une odeur, un son, quelque chose dans la nature, une pierre, etc., un arôme. Et donc on va pouvoir jouer avec ces différents centres. Donc c'est vraiment très intéressant dans la compréhension et dans l'action thérapeutique. Alors, je vais revenir au premier centre. Le premier centre, c'est les racines. D'ailleurs, on appelle ça Muladhara. Mula, c'est les racines. Au niveau énergétique, les racines dans la terre, les racines de l'arbre. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, on a un mode de vie, souvent dans les villes, souvent dans un étage, souvent déconnecté de la nature, et avec une nourriture artificielle. Donc, ce que je constate personnellement, c'est que des gens qui viennent me voir pour des problématiques X, eh bien, ont souvent, et je dirais même 1 sur 2, des problèmes de racines. Les racines, c'est le contact avec la terre, l'énergie de la terre.
Donc, au niveau psychologique, ça se développe à partir de la première année de vie, c'est le droit naturel d'avoir. Quand j'ai maman, quand j'ai papa, eh bien j'ai une certaine sécurité. J'ai quelqu'un qui gère. Donc c'est la sécurité, le support, la structure, les antécédents. C'est le lien à ce qui est matériel, physique. C'est les biens matériels, c'est l'argent, c'est le bon sens. C'est avoir les pieds sur terre. Et c'est la vitalité de base. Et surtout, tout ça, ça construit le but, on va dire, psychologique, c'est la confiance dans le processus naturel. Et ça, on voit bien que ça manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus confiance dans le processus naturel. L'homme moderne veut gérer tout de A à Z, comme si c'est lui qui faisait tout de A à Z. Et évidemment, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des impondérants, il y a des choses qui sont ingérables, il y a des choses qui arrivent qu'on ne voulait pas, qu'on ne prévoyait pas, qu'on ne pensait pas. Et donc, la confiance dans le processus naturel est normale et naturelle, si on a des racines qui sont fortes. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple chez une personne qui est proche de la nature, un paysan qui va semer, qui a la sagesse des cycles naturels. Il sait qu'il pleut, oui, mais après la pluie, il y a le beau temps. Oui, il y a du soleil, oui, mais après le soleil, il y a la pluie. Et donc, il y a une certaine confiance dans le processus naturel. Il ne fait pas tout, lui, de A à Z. Il a ce support. Il a cette connexion. Et c'est une connexion avec la terre, mère. Et avec le prana de la terre. Le prana de la terre, il est près de la terre. Donc, si une personne a des problèmes avec l'argent, avec la structure, avec la confiance, avec la sécurité, etc., c'est pas impossible qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Et ça se développe depuis la première année de naissance. Qu'est-ce que font les gens des cultures primaires indigènes dans tous les pays du monde entier? C'est le bébé, on le porte sur soi. C'est-à-dire que le bébé, il est dans l'aura de la mère et contre la peau de la mère. Donc s'il a faim, pouf, il boit. S'il veut maman, il se réveille, elle est là. Donc il n'y a pas de problème. Les Indiens, que ce soit d'Amazonie ou en Afrique dans la forêt, eh ben, ils n'ont pas ce problème-là de l'avoir. Si on est dans une poussette où on est avec une babysitter qui nous abandonne et nous laisse pleurer dans une chambre, eh bien après, c'est pas impossible que l'avoir est un problème, et donc je vais devoir compenser cet avoir, donc avoir 2 voitures, 3 maisons, et puis ça, et puis ci, et puis ça. Il n'y a pas une satisfaction à ce niveau-là. Donc l'avoir peut être inhibé. Comment il est inhibé? Ben, si j'ai pas papa, si j'ai pas maman, si j'ai pas les nécessités de base, si je déménage, un déménagement, si ma maison, mon jardin, c'est mon univers, et là je dois déménager, le droit naturel d'avoir peut être inhibé. Si j'ai un chien et il meurt, si j'ai un ami et il meurt, il peut être inhibé. Donc les inhibitions du droit naturel d'avoir sont multiples. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si mon chien c'est mon compagnon et puis je dois le laisser à la campagne parce que je vais vivre à la ville, c'est un déchirement et c'est un traumatisme. Ce traumatisme, c'est comme si une partie de moi disait tout ce qu'a à voir avec l'avoir, justement, eh ben, c'est négatif. Et à partir de ce moment-là, ce centre-là ne fonctionne plus en pro de la santé, qui est un équilibre. Les 7 et 12 fonctions de base devraient participer à la santé psychologique et énergétique, donc avoir un certain équilibre.
Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centres qui, au lieu de leur apporter l'équilibre, leur enlèvent à la santé. Pourquoi? Parce que ça a été bloqué dans des traumatismes comme ça. Donc si j'étais obligé d'abandonner mon chien parce que je vais vivre à la ville, on ne peut pas l'avoir en appartement, c'est un traumatisme. Inconsciemment, je dis tout ce qui a à voir avec ce centre de droit naturel d'avoir est négatif. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, soit je vais avoir des problèmes d'avoir les pieds sur terre, soit je vais avoir des problèmes avec mes biens matériels, soit je vais avoir des problèmes avec l'argent, soit je vais avoir des problèmes avec mes antécédents, soit je vais avoir des problèmes avec le bon sens. Une ou plusieurs de ces possibilités-là. Et puis de toute façon, je n'aurai pas la confiance dans le processus naturel. Et de toute façon, tout ce qui est dirigé par ce centre-là, même si ce n'est pas bloqué au niveau pathologique dans mon comportement, eh ben, ça ne va pas apporter ses fruits à la construction de la santé. Si ce centre reste bloqué pendant longtemps, eh bien, je risque d'avoir une conséquence physique. Conséquence physique, qu'est-ce qui correspond à ce centre-là? Eh bien, c'est la structure de base, c'est les os, les articulations, les jambes. Il y a une chose importante aussi à savoir, c'est que, par exemple, la dépression est autorisée par un problème de racine. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème, un blocage au niveau de la façon de penser. On peut avoir un problème de cœur, on peut avoir un problème d'estime de soi. Mais si les racines sont fortes, c'est juste un problème, mais pas une dépression. Par contre, si j'ai un problème de cœur et j'ai pas de racines, je suis livré à moi-même, un peu, sans le support de la terre-mère, et donc ça devient dépressif. Donc, les racines sont très importantes. Donc, s'il y a une personne dépressive, une des premières choses à faire, c'est retourner à la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans un jardin tous les jours. Si vous avez la confiance dans le processus naturel, soit trop petit, soit bloqué par une inhibition du droit naturel d'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Plus de nature, plus de terre, plus de physique. Plus de nature. Allez, si vous avez un jardin, allez vous asseoir par terre. Allez dans un parc. Allez vous adosser contre un arbre. Allez vous allonger sur la terre. Plus de terre, faites du jardinage. Enlevez vos chaussures, mettez les pieds, les mains dans la terre. Plus de physique, faites du sport, revenez dans le monde physique. Sentez vos muscles, vos articulations. Donc ça, c'est 3 choses à faire. Et puis ensuite, on peut utiliser d'autres outils, d'autres équivalences vibrationnelles. Au niveau de la musique, par exemple, c'est les rythmes africains. Les raves parties, les boum, 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 boum. Ça, c'est bien, entre autres, parce que ça remet les racines. C'est les protéines. C'est... bon, il y a des mantras, il y a des odeurs, on ne va pas aller dans tous les détails, mais disons, ce qu'il faut comprendre, c'est le corps et le retour à la terre. C'est les pieds, les jambes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que et il y a un exercice, par exemple, que font souvent les thérapeutes en énergétique, c'est sentir qu'on a un poids
qui s'appuie sur le sol, soit par les pieds ou soit par les jambes et les fessiers quand on est assis. Et donc on sent qu'il y a un poids. Si on sent une pression comme ça sur le sol, c'est parce qu'on est fait de matière. Cette matière, elle vient d'où? Cette matière, elle vient de la nature. Elle nous a été donnée par la nature et elle va retourner à la nature. Donc cette matière du corps physique, bon évidemment on n'est pas que ça, mais on a aussi cette réalité-là. Et cette matière nous est donnée par la mère nature, mais elle ne nous est pas donnée inerte. Elle nous est donnée avec un certain programme, comme un ordinateur, ça vient avec des programmes qui fonctionnent tout seuls. Donc ce que je veux dire, c'est rien qu'en sentant l'effet de la pesanteur, je devrais avoir conscience et réaliser que je fais partie, ou je suis fils de la mère nature. Et en tant que fils de la mère nature, non seulement je suis sujet aux lois de la nature, mais j'ai le droit aux bénéfices. Et un des bénéfices d'être fils de la mère nature, c'est d'avoir confiance dans le processus naturel. D'ailleurs, la mère nature me le rappelle à chaque instant avec la pesanteur. Qu'est-ce que c'est que la pesanteur? C'est une force qui attire toute matière vers la mère nature. C'est comme si la mère disait « Mon fils, je t'aime, viens ». Et en plus, avec cette attirance, elle nous donne, on ne tombe pas indéfiniment, on s'arrête sur le sol. Donc elle nous donne le support. Donc la mère nature nous attire, nous rappelle qu'on est son fils, avec tous ces programmes intelligents qui s'occupent déjà de notre digestion, de nos cheveux, de nos cellules qui se régénèrent, etc. Elle le fait, c'est pas nous. Et puis en plus, elle nous donne le support. On ne tombe pas. Donc, par la pesanteur, par le contact avec le sol, la mère nature nous rappelle ça tout le temps. Donc il faut recréer un contact psychologique, intellectuel, émotionnel avec la mère nature. On fait partie de la nature. On n'est pas en dehors de la nature. C'est ce qui se passe avec les gens qui n'ont plus de racines. Ils pensent qu'ils sont tout seuls dans le monde des hommes. Non. On n'est pas dans le monde des hommes, on est dans le monde de la nature. On fait partie de la nature. C'est la nature qui nous donne ce corps, bleu, on vit et puis on retourne à la nature. Et la nature ne fait pas n'importe quoi. Je parlais du 99% pour la tomate. Le 99% du mécanisme universel, naturel, sacré, intelligent, qui a un certain pouvoir, qui fait la digestion, qui fait l'enfant, qui fait 99% de tout, des tomates, des aubergines, des montagnes, et bien ce 99% fait les choses parfaitement. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre avec les racines en haut et les branches dans la terre? Non. Est-ce que le soleil est déjà arrivé en retard un jour? Non. Il y a une perfection. Il y a une perfection dans l'expression de la nature qui ne dépend pas de l'homme. Donc on peut avoir confiance. Et puis, avoir confiance, c'est aussi se rendre compte que c'est la nature qui fait la plus grande partie des choses. Si on devait douter à chaque fois qu'on mange que cette nourriture se transforme bien en cellules, on aura des problèmes. Si on devait douter qu'à chaque fois qu'il y a un battement du cœur, le prochain battement du cœur va arriver, ça ne serait pas une vie soutenable. Donc il y a une confiance qui est là, il faut l'étendre à la vie. Donc les racines, ça nous apporte ça au niveau psychologique. Le deuxième centre, c'est, mettons qu'on s'éveille, on ouvre les yeux, on est dans le premier. C'est-à-dire, il y a une unité et il y a une conscience matérielle, physique, une réalité. Ok, je suis là, et c'est stable. Et puis tout d'un coup, il y a un centre d'intérêt. Le deuxième, c'est la dualité. Et là, je vois par exemple un oiseau. Waouh, le vol. Et puis,
la gestion de la dualité, c'est attraction-répulsion. Ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Donc si ça m'intéresse, je vais me renseigner sur les oiseaux, je vais voir comment ils volent, je vais essayer d'apprendre à voler, je vais devenir un spécialiste de la contemplation des oiseaux. Si ça ne m'intéresse pas, ben, je passe à autre chose. Mais il y a quelque chose qui va m'intéresser et qui va me faire bouger. Donc le deuxième, c'est bouger. C'est attraction, répulsion, bouger, s'adapter. C'est l'eau qui va, qui vient. C'est le ressenti. Je sens que c'est bon, je sens que c'est pas bon, ça m'intéresse pas. C'est le plaisir. C'est l'émotion, la sensualité, la sexualité. C'est le ressenti. À partir de 2 ans, je mets tout dans la bouche. Et donc, mettons que ce ressenti ait été bloqué parce que les parents disent tout le temps fais pas ci, fais pas ça, pleure pas, t'es un homme, te touche pas le sexe, c'est sale. Hein, et quand on est un petit enfant. Et bien ça peut bloquer. Et si on bloque, et bien peut-être que on est une personne qui éliminons le plaisir, par exemple, ou l'adaptabilité, ou le ressenti. On oublie le ressenti. C'est seulement intellectuel. C'est le deuxième centre à partir du bas, et l'intellect ou la pensée, le deuxième centre à partir du haut. Ils ont une connexion inverse. Ça devrait se compenser. On devrait compenser la logique mentale, la raison par le ressenti. Et ça ne va pas les deux ensemble. Par contre, on ne peut pas amener le mental dans la sexualité, ça ne marche pas. Et on ne peut pas amener la sexualité dans le mental, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir du nez. C'est une intuition de base, c'est pas une intuition supérieure. C'est ce qu'ont les animaux. Les animaux, ils ont un mental qui est binaire. Un animal vient ici pour la première fois, il ouvre tous les sens. J'aime, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est avoir du nez. Donc, mettons que mes parents disaient toujours, mets pas ça dans la bouche, touche pas ça, fais pas ci, fais pas ça, ça bloque. Donc à partir de là, admettons que j'ai complètement oublié le ressenti et le plaisir. Donc déjà c'est une pathologie. Ça peut devenir au bout de 20 ans ou 30 ans un cancer de l'utérus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, retrouver le ressenti. C'est un petit peu comme un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer, il veut des bonbons, il veut des câlins. Donc on a cet enfant en nous quelque part. Et on l'a oublié pour être adulte. Et l'adulte, c'est quelque chose de très sérieux, et très logique, et raisonné. Le maximum de l'évolution en Occident, c'est la raison. Et il n'y a pas de place pour jouer. Donc, eh ben, il faut jouer. Il faut jouer, il faut se faire plaisir, il faut des bonbons, il faut des câlins. Faites des choses pas sérieuses. Rigoler. Il faut réapprendre à utiliser ce centre, le ressenti. Fermez les yeux, jouez. L'eau, c'est l'élément eau. Faites-vous des mini-rituels dans l'eau, avec une musique qui coule, avec des odeurs, avec des bougies, avec des... Faites-vous votre thérapie du ressenti. C'est la couleur orange, c'est les liquides, c'est la danse, c'est le bassin. Faites de la salsa. Donc on peut travailler dessus.
Et puis on peut le travailler pendant un certain temps. Alors c'est pas parce que je fais de la salsa pendant une journée que je vais résoudre mes problèmes de sensibilité. Non, mais il faut en général 6 mois à 1 an d'un travail spécifique, de mettre sa conscience dans ce principe-là. Pendant 6 mois, 1 an, je vais augmenter le jeu, je vais augmenter le plaisir salvique, je vais augmenter le ressenti, je vais augmenter tout ce qui a à voir avec l'eau, la danse, la sensation. Faites quelque chose de nouveau. Par exemple, vous êtes toujours habillé en pantalon, ben, habillez-vous en robe. Vous allez toujours au travail en passant par cet itinéraire, changez d'itinéraire. Vous êtes toujours habillé en bleu, ben, habillez-vous en rouge. Vous avez toujours les cheveux longs, et ben, prenez les cheveux courts. Changez, ça ravive un peu. Des petits. Faites des nouvelles activités ou essayez des nouvelles activités qu'on va voir avec le ressenti. Un massage, tel type de massage. Allez faire de la plongée sous-marine, allez faire du parachutisme. Donc on peut travailler, il faut se mettre à travailler pendant plusieurs mois, à plusieurs niveaux, et ça va faire en sorte que eh bien, ce principe qui est oublié ou qui est négatif va de nouveau être utilisé et dans le bon sens. Le troisième niveau, je ne détaille pas, ça c'est juste une petite vidéo pour expliquer le principe. Hein. Dans les stages, on voit beaucoup plus en détail et on passe une fin de semaine complète là-dessus, enfin les après-midi. Donc là, c'est juste un survol, mais pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le troisième centre, c'est on utilise les émotions du niveau inférieur de la dualité. Je reconnais, j'honore ou j'exprime cette émotion. Ça dégage de l'énergie, c'est le centre énergétique. Cette énergie permet de faire l'action, c'est le droit naturel de faire. Cette action, si je la termine, me donne une satisfaction qui s'appelle le pouvoir personnel, et ça construit l'estime de soi. Donc on part émotion, énergie, action, estime de soi, pouvoir personnel, estime de soi. Il n'y a pas que le blocage, il y a aussi le fait que certaines personnes ont ce centre-là très gros ou très petit. Un businessman qui est très successful, qui a beaucoup de succès, qui est très bon en business, en général, il a ça très grand. Une personne qui a ça tout petit, c'est « Ah, les étoiles, elles sont belles, et moi je meurs, et demain le monde reste le même. » Il n'y a pas d'estime de soi. Donc, il y a cet équilibre ou déséquilibre aussi qui est important. Ce n'est pas forcément bloqué, c'est on peut augmenter son estime de soi si on n'a pas assez, même si ce n'est pas bloqué. Un blocage sur un centre qui est très ouvert, ouvert ça veut dire quoi? Ça veut dire conscient, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui passent, c'est très utilisé, tout le temps, puisque ce n'est pas que sur la sensibilité ou l'argent ou l'estime de soi, ça a rapport à beaucoup de choses, donc c'est toujours utilisé. Donc plus c'est ouvert, plus c'est utilisé, et un blocage sur quelque chose qui est très ouvert va être une problématique plus importante qu'un blocage sur un centre qui est très peu ouvert où on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte de cet aspect de la vie. Il y a des gens qui sont très intellectuels, mais pas du tout cœur. Il y a des gens qui sont très dans le blabla, la communication, mais pas dans l'action. Il y a des gens qui sont très les pieds sur terre, mais pas dans le ressenti. Donc on voit qu'à travers ces centres, il y a toutes les personnalités différentes. Or, l'idéal, c'est non pas d'avoir les centres très ouverts, mais de les avoir équilibrés. C'est comme si on ouvre le robinet en haut, on ouvre le robinet en bas et on veut que tous les courants coulent. Vous savez, sur les arbres, des fois, on voit le tronc de l'arbre et puis il y a un gros abcès comme ça. Ben, c'est ce qui se passe. Parce que nous, on retient les choses. Puis on leur donne de la valeur. On aime bien nos problématiques.
on est existence, donc on veut exister. Et souvent, comme on ne peut pas exister comme Superman, on existe comme victime. Et donc, on aime se plaindre, enfin, les Français surtout, ils aiment bien se plaindre, ils aiment bien critiquer. Et donc, on donne de la valeur, oui, les voisins, ils sont comme ça, oui, là, c'est comme ça, et comme ça. Les opinions, les idées, les émotions, on les garde, et ça, c'est de l'énergie qui ne coule pas. En énergétique, on appelle ça une carapace. C'est pour ça qu'il faut se détendre, c'est pour ça qu'il faut libérer, il faut faire circuler. Donc, je reviens à ce centre-là, c'est le droit naturel de faire. C'est moi qui porte l'assiette, c'est moi qui coupe le pain, c'est moi qui mets la table. Non, t'es trop jeune, fais pas ci, tu vas casser ta... On peut facilement inhiber, et pas seulement en tant qu'enfant. Si une dame a un mari qui est très omnipotent, et qui veut pas que sa femme travaille, non, c'est moi qui ramène l'argent, toi reste à la maison, bah, je veux faire, je peux pas faire, ça bloque. Quand on a 20 ans, on veut changer le monde, on est utopiste un peu, donc on veut changer le monde, on n'y arrive pas, ça coince. Donc tout ça, c'est des inhibitions du droit naturel de faire. Donc si j'inhibe le droit naturel de faire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que soit je ne reconnais pas mes émotions, soit j'ai pas assez d'énergie, soit je n'ai pas assez d'actions ou je ne termine pas mes actions, ou soit je n'accumule pas l'estime le pouvoir personnel et l'estime de soi, ou soit je le fais trop, ou soit je suis trop en colère. C'est le centre des émotions aussi négatives. Si ça se passe, ben déjà c'est une problématique dans la vie d'avoir un déséquilibre comme ça. Donc c'est une pathologie psychologique et ça peut devenir une pathologie physique avec un problème de diabète, de digestion, de l'appareil digestif, de foie. Donc ça en général, ici c'est le centre moi. Et ici c'est le centre les autres, le cœur. Donc par exemple, si ce centre-là est bloqué, eh bien, il y aura aussi une problématique à être en couple. Être en couple équilibré et qui dure. Pourquoi? Parce qu'un couple, c'est moi et l'autre, et ce que j'apporte en commun n'est pas résolu. Donc il faut résoudre son soi-même, quoi. Ici, c'est le cœur, c'est quand on prend quelqu'un dans ses bras, c'est un entonnoir vers son cœur. Donc je m'ouvre à recevoir sur mon cœur la beauté des autres. La beauté d'un paysage. Si je suis capable de vibrer à la beauté d'un paysage ou d'une autre personne, eh bien ça va me donner des picotements, des bulles, de la joie, de l'amour, un ressenti. Donc c'est les autres, les relations, la beauté, l'ouverture, l'amour, la joie, le droit naturel d'aimer et d'être aimé, qui peut être problématique. Peut-être il y a de la souffrance, peut-être il y a des ruptures, peut-être il y a un problème avec les autres, etc. etc. C'est le centre de l'air, c'est le cœur, c'est les poumons, enfin une partie des poumons, c'est le milieu entre le haut et le bas. Donc si ce centre est là, eh ben, il va avoir un équilibre entre ce que je veux et ce que je vis. Souvent les gens ils ont une vie mentale et puis une vie physique différente. Ça prend l'énergie de la terre et ça la met en haut, ça prend l'énergie de l'air, le prana de l'air et ça la met en bas. Donc ce cœur ouvert va donner un certain équilibre qui va permettre les sentiments supérieurs. Le pardon, l'équanimité, etc., l'altruisme, etc. Donc c'est un centre qu'on connaît bien. Hein, et
et c'est important de l'avoir ouvert. On peut dire que on est en train de parler de différents niveaux psychologiques, droit, naturel, mais dans cette machine, bon, je n'ai pas parlé des parties arrière, il y a aussi les parties arrière qui ont une réalité, une importance, mais dans ce mécanisme, il y a 3 centres qui sont plus importants que les autres. C'est le centre en haut, c'est l'ouverture du robinet vers le haut, le centre en bas, donc les racines, et le cœur. Parce que plein des petits blocages, par exemple sur d'autres centres, peuvent être influencés par l'ouverture en haut, l'ouverture en bas et le milieu qui redistribue. Donc c'est un tout qui influence. Ici, c'est la couleur verte, mais la couleur rose. C'est les fruits, c'est la nature, c'est les fleurs. Les fleurs, ils ont de la beauté dans l'arôme, dans la forme, dans la couleur. Pourquoi on offre des fleurs? Parce que ça ouvre le cœur. Mettez des fleurs chez vous. Allez vous balader dans la nature vierge. Mettez du vert dans votre assiette. C'est l'huile essentielle de rose. Désolé, c'est la plus chère, mais ça ouvre le cœur. Mettez de l'essentiel de rose dans vos vêtements, dans votre matelas, un tout petit peu, quelques gouttes seulement. L'exercice d'ouvrir en arrière, allongé avec un gros bolster, un gros coussin doublé qui arche le dos vers l'arrière, où on se détend, va ouvrir le cœur. Ici, c'est le centre de la communication. On peut dire que ces 3 centres ici, font partie de l'élément mental. Ici, c'est l'affinité, ici, c'est l'image, et ici, c'est la conscience ou la compréhension. Donc, ici, c'est l'expression. Et quand le courant descend, je devrais exprimer mes idées et je devrais exprimer mes sentiments. Si je n'exprime pas, j'accumule les non-dits. Si j'exprime, c'est le centre du son, de l'espace, de la musique. Donc c'est l'environnement, l'affinité avec l'environnement. Si ce centre est bloqué, je suis dans un environnement qui ne me correspond pas. Si ce centre fonctionne bien, j'arrive avec un environnement qui me correspond. Et je ne garde pas des choses pour moi. Sans ça, ça bloque aussi dans le système d'écoulement. C'est le ciel, la contemplation du ciel bleu dans la journée. C'est l'arôme essentiel de l'huile essentielle d'eucalyptus, par exemple. C'est les vibrations. Ça nettoie, c'est les exercices du cou, etc. etc. S'exprimer. C'est la capacité d'entendre quelque chose et de le répéter exactement. Ici, on a le centre de l'image, aussi de la pensée. L'image est importante au niveau mental parce que les souvenirs sont souvent sous forme d'images, les projections, les idéaux sont sous forme d'images, et on a un discernement sous forme d'image. On voit 5 personnes, rien qu'à les voir, on sait qui va nous correspondre le plus, avec qui on aura plus d'affinité. On a une sélection visuelle, une compréhension visuelle de notre monde. Et si ce centre est mal utilisé, par exemple, eh bien, soit on a des pensées négatives, soit on est trop dans l'imaginaire, soit on a trop de pensées. Et on peut travailler là-dessus beaucoup avec la visualisation, par exemple. Ici, l'autosuggestion. On pourra toujours travailler avec l'autosuggestion, mais ce centre-là se travaille bien aussi avec la musique, l'autosuggestion. Ici, c'est le centre de la compréhension. C'est à la fois le rapport au divin, à l'absolu, la compréhension, la conscience, le tout. C'est là où on arrive à intégrer chaque expérience dans un tout logique. Il faut qu'on puisse arriver à intégrer tout dans une philosophie, entre guillemets. Un rapport à ce qu'il y a au-delà de l'humain,
qui soit un rapport harmonieux. Et c'est plus difficile à travailler. Ça, par exemple, dans la nature, c'est le haut de la montagne. On va en haut d'une montagne et on voit le monde des hommes en bas comme des fourmis. On est plus détaché, on est moins pris par ce monde des fourmis. On est plus près des cieux. Et donc, on a une vision plus ample. C'est l'espace. Quand on est dans un endroit où il y a beaucoup d'espace, et ben ça nourrit ce centre-là. Là, il n'y a plus de son. On avait des mantras et des sons et des musiques pour tous les autres centres, mais là, c'est le silence. Le silence, l'espace, le jeûne. Donc, voilà brièvement une compréhension du mécanisme psychologique de la personnalité et du caractère depuis le monde énergétique qui est toujours vivant, toujours connecté à tout et que l'on peut influencer à travers les équivalences vibrationnelles. Donc ça devient intéressant. On peut, même si on n'a pas quelqu'un qui peut nous faire un diagnostic, ou des fois il y a, hein, on peut trouver, moi ça m'arrive de faire des diagnostics, donc c'est assez précis, en 5 minutes, j'ai pas besoin que la personne me raconte sa vie, je vois tel centre est ouvert, tel centre est bloqué, etc. etc. Mais même si on n'a pas ça, soi-même, on peut en apprenant ces différents centres, voir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui n'est pas présent dans notre vie, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et comment le travailler. Donc c'est une compréhension qui va aider tout un chacun, aussi bien un psychologue qu'une personne individuelle. Et le tout, c'est que ça fonctionne et que ça coule. Qu'il n'y ait pas un attachement, un arrêt, une congestion qui va faire un peu comme une rivière. Si on met un barrage sur un rivière, une grosse pierre, il va avoir une perturbation du courant. Si on enlève toutes les grosses pierres, le torrent devient un fleuve tranquille et ça coule dans notre vie. Et on a l'impression humaine que c'est la vie qui ne va pas, que c'est les autres qui ne vont pas, que la vie devrait être autrement. Mais c'est surtout nous qui ne voyons pas les choses correctement. Parce qu'au lieu d'être 100% soi-même, on est 50% soi-même, 30% soi-même, 70% soi-même. Donc c'est comme si on avait des lunettes qui nous perturbent la vue. Donc la première chose, au lieu de changer les autres, au lieu de changer la vie, c'est d'apprendre à être soi-même au mieux. Et on se rend compte que si soi-même on débloque et on s'équilibre, au niveau énergétique et au niveau psychologique, non seulement on a de l'énergie, mais on peut faire face à toutes les situations avec une certaine sagesse, une certaine équanimité, et le monde devient plus simple. Au lieu de résoudre les problèmes des autres, ça n'empêche pas qu'on peut le faire si on a un rôle là-dedans, mais au lieu de s'attacher à résoudre les autres, on résout soi-même et la vie devient beaucoup plus viable, beaucoup plus équilibrée, plus santé, plus cool, plus zen, plus yogique. Ok ? Ok.